Tendy Sherpa, plus haut que l'Everest. Une conférence de l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix-Mont-Blanc. Avec Tendy Sherpa et Lionel Cariou. Animation Clémentine Junique. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette belle soirée à l'ENSA. On est très heureux d'accueillir Tendy Sherpa qui vient du Népal et qui nous fait l'honneur de faire un stop à l'ENSA, étant donné aussi les relations qui unissent l'ENSA au Népal, et on les verra par la suite. Moi, je vais juste lancer la soirée parce que ce soir, j'ai la chance d'avoir Lionel Cariou, qui est journaliste à Radio France et qui fait un très bon podcast, La Folie des Hauteurs, que je vous invite à écouter, qui est spécialiste montagne et qui va animer la soirée. Et je le remercie parce que ça va être très qualitatif. Donc, merci à tous les deux. Et je leur laisse tout de suite la parole. Merci à vous, merci à vous. On peut les applaudir. Merci Tendy d'être ici ce soir. Merci à tous d'être venus. Moi je suis journaliste radio à Radio France, et il se trouve que il y a une dizaine d'années, en 2010, je suis allé au Népal pour aller autour du Manaslu faire un trek, et j'ai rencontré un jeune homme qui avait 27 ans à l'époque. Il s'appelle toujours Tendy, c'est lui, Tendy Sherpa. Et en discutant un petit peu avec lui, on parle évidemment de tout. Il parlait français, donc pour moi c'était vraiment super parce que je pouvais échanger vraiment très facilement. Et en discutant avec lui, on parle de l'Everest évidemment, et là il me raconte son histoire. Il me raconte qu'il est allé 8 fois à l'Everest, 8 fois au sommet de l'Everest. C'était en 2010, il avait 27 ans. Aujourd'hui, vous voyez, il a un palmarès incroyable, 14 fois l'Everest en tant que Sherpa, en tant que guide, parce qu'à l'époque, Tendy terminait sa formation de guide de haute montagne, et aujourd'hui c'est un guide diplômé avec déjà une belle carrière derrière lui, et encore une carrière, on l'espère, très longue devant lui aussi. Donc j'ai ce souvenir-là de toi il y a 12 ans, et que de chemin parcouru aujourd'hui, Tendy, et merci d'être là ce soir, Tendy. Namasté, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, l'ENSA, toute l'équipe de l'ENSA et tous mes amis copains guides et guides respectés. Voilà, je voulais dire un grand merci pour m'inviter ici. Et pour moi, c'est tellement un endroit très spécial comme guide népalais, surtout dans cette salle que j'ai entendu parler depuis j'étais presque 20 ans, ou surtout depuis mon première étape de formation guide au Népal. J'ai entendu parler de l'ENSA, de Chamonix et toutes les aides que nous avons reçues pour notre formation guide au Népal. Donc pour moi, c'est un endroit tellement spécial, et avec beaucoup de respect. Et donc, je voudrais pour tout le monde dire bonsoir, et puis voilà. Je parle un petit peu français, pas très clair, attention, si vous ne comprenez pas, vous allez sûrement me demander des questions à la fin. D'abord, peut-être, puisque tu évoques la question, comment se fait-il que tu parles si bien le français ? Tu as une histoire, tu as une connexion avec la Suisse, c'est en Suisse que tu as appris le français. Alors, c'était en 2004 que je suis venu en Suisse pour la première fois. Un ami moi qui s'appelle Armand Doucet, il était gardien de un caverne au-dessus de Sion, dans le Valais, qui s'appelle Caverne des Odanes. Donc Armand Doucet, aujourd'hui il est comme mon père de Suisse. Et donc quand je suis venu à la caverne, donc d'abord c'était mon père qui était venu déjà plusieurs saisons pour travailler à la caverne, mais après c'était moi, parce que comme mon père il n'a pas appris beaucoup français, Armand m'a invité. Donc l'idée c'est de vraiment apprendre le français. C'est là que j'ai appris mon français. Donc je suis venu 3 saisons travailler à la caverne, et donc pour moi c'était pas seulement en caverne, c'était tellement à l'école française.
Et aussi, c'était la cabane où j'ai eu cette motivation de devenir un guide de haute montagne un jour, parce que c'était le seul endroit où j'ai croisé beaucoup de guides de haute montagne avec ses clients. Parce qu'en 2004, c'était mon première ascension de l'Everest. Donc moi, j'ai pensé que je suis devenu un grand guide quand j'ai réussi la première ascension de l'Everest. Mais après, quand j'ai vu des guides avec ses clients, et après, Ahmad m'a enseigné beaucoup de choses, parce que lui-même, il était pas guide haute montagne, mais il a accompagné beaucoup de clients dans les montagnes. Il avait tellement de bons expériences sur la boussole, les cartes et tout ça. Donc, j'ai commencé à faire toutes ces choses depuis la cabane. Et donc, depuis là que j'ai commencé ce métier, et puis donc j'ai commencé mon formation guide en 2007, et j'ai réussi mon diplôme en 2011. Et donc, après, j'ai réalisé, quand j'ai fait la première semaine de l'Everest, deuxième semaine de l'Everest, troisième semaine de l'Everest, j'étais pas guide, j'étais pas vrai guide. Voilà. Et on va revenir effectivement sur toute cette ascension qui va du porteur jusqu'au guide de haute montagne. Ton premier Everest, c'était en 2004, la première fois que tu es allé au sommet. Depuis 14 fois, tu vas d'ailleurs y retourner bientôt au camp de base de l'Everest. L'Everest, qu'est-ce que cette montagne représente dans ta vie à toi? Pour nous, c'est la plus haute montagne du monde, mais pour toi, ça représente quoi dans ta vie? Pour moi, c'est vrai que c'est un sommet plus haut du monde, mais important, c'est que pour nous, c'est une montagne très sacrée. Pour qui on a beaucoup de respect dans notre corps. J'ai entendu parler de l'Everest depuis que j'étais tout petite, parce que je suis né dans un village qui est à 2500 mètres, et puis c'est tellement isolé. Mais on a aussi une montagne qui s'appelle Tsamlang, c'était pas très loin de Makalu, mais cette vallée, c'est bien caché. Donc j'ai entendu parler de l'Everest depuis que j'étais tout petite. Et évidemment, le nom de Tenzing Norgay te parle. C'est un héros au Népal, Tenzing Norgay, qui a été le premier à gravir l'Everest avec Edmond Hillary il y a 70 ans. Pile, ce Sherpa Tenzing Norgay, c'était un modèle pour toi? Tu en rêvais quand tu étais enfant? Oui, alors j'ai entendu parler de son histoire depuis que j'étais tout petite, parce que mon père, il faisait des trails comme Sherpa, et puis il m'a raconté beaucoup d'histoires sur l'Everest, sur Hillary et Tenzing, et ça m'a vraiment motivé beaucoup. Et je lui demandais même, est-ce que je peux devenir comme Tenzing Norgay un jour? Et il a dit, il faut attendre parce que j'étais encore tout petite, et il a dit, un jour, si tu es intéressé, tu veux devenir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, nous, on est en train de célébrer 70 ans. Les 70 ans de la première ascension, c'était le 29 mai 1953. 53, voilà. Et donc, pour nous, c'est tellement spécial. L'Everest, Tenzing Norgay, Edmond Hillary, pour nous, c'est vraiment important, et on a beaucoup de respect pour eux. Et d'ailleurs, Tendi a incarné à l'écran, alors dans un projet de film qui, hélas, est un peu à l'arrêt, je crois c'est un film qui s'est arrêté à cause du Covid, mais tu as participé à un film dans lequel tu jouais le personnage de Tenzing Norgay. Oui, alors... Je l'ai lu dans le livre. J'ai en fait eu cette opportunité de participer pour un film sur l'Everest, sur Sir Edmond Hillary et puis et Tenzing Norgay. Donc moi, ils m'ont demandé de représenter comme Tenzing Norgay, donc les deux grands-fils de Sir Edmond Hillary, il a représenté comme Hillary. Donc on a passé 45 jours ensemble dans les vallées de Khumbu, on a fait beaucoup de pratiques, et dans les films, il voulait vraiment montrer comment c'est évalué jusqu'à maintenant, depuis 1953, et puis qu'est-ce que c'est notre philosophie pour la
la montagne, tout ça. Donc c'était un tellement bel projet, mais à cause de Covid, c'était tout. Ça s'est arrêté. Le tournage s'est arrêté. Mais j'ai accompagné ces deux grands-fils sur mon Loboche et puis mon Hamadablam au Népal. Et pour moi, c'était tellement un souvenir inoubliable. Donc, grand honneur. Et il y a une connexion entre Tendi, les Sherpas d'aujourd'hui, les guides d'aujourd'hui et les pionniers de 1953. Et je vous propose de regarder un petit film parce qu'il y avait Tenzing Norgay au sommet de l'Everest et puis il y avait Sir Edmund Hillary. Et il se trouve que le fils de Sir Edmund Hillary, Peter Hillary, connaît très bien Tendi et il a voulu lui adresser un petit message ce soir. Delighted to write the foreword to this book about Tendi. Tendi's an amazing man, a very congenial individual, and a great mountaineer who's become a professional mountain guide. But there's a whole backstory to it. Not only his backstory of coming from very humble, remote circumstances, training as a monk, and then working his way up through the trekking business and eventually into mountaineering. It's what he represented, and it's a whole new generation of Sherpas and Nepali climbers who back in my father's day, back in 1953 when Dad made the first ascent of Everest with his climbing partner Tenzing Norgay, where the majority of these high altitude porters had very few skills. They were strong and enthusiastic, but they hadn't done a highfalutin European guides course, and they hadn't had those opportunities. They didn't have those skills. And that's the difference we see now. Now, with someone like Tendi, you've got someone who's a fully qualified mountain guide, a real professional, able to take people safely up these great mountains, the 8,000 meter peaks of the Himalaya, and turn it into a profession. Alpinism is an important part of tourism here in the European Alps, but also it's a developing area in the Himalayas. And that's what we see. We see a growing group of Nepalese climbers becoming professional guides with all of the resources and skills necessary to extend this area of tourism beyond just trekking, but into the mountains as well. But I think Tendi is an amazing man. There's a lot of depth to him. Philosophically, he's an amazing person. And it was a real delight to be able to make a contribution to this book. And I hope the book goes on to be read by many people as a way of understanding the lives of people in the Himalayas, the greatest mountain range on earth. And I am the chairperson of the Himalayan Trust, my father's charitable organization. We continue to support communities, particularly up in the valleys around the Mount Everest area, with schools and hospitals, teacher training, scholarships, water systems, all sorts of other amenities that they need. And we really appreciate this connection with the Himalaya, and frankly, we think we get as much out of it by the welcome we get from the local people as we do by the provision of some of the support we're able to give. And it's an incredible thing for me to see with Tendi Sherpa how he, after all the opportunities he's had, the career he's built, has started his own foundation, and he is helping people in his community with education and opportunities. And that's a wonderful full circle story. He's an amazing man, and it's a wonderful story. Sympa comme mot sur Tendi. Donc Peter Hillary, qui est le fils de Sir Edmund Hillary. Alors on va reparler de certaines choses qui ont été évoquées ici, notamment ton parcours, ta vie, et puis ton engagement aussi associatif et caritatif. D'ailleurs, tout ce parcours est très bien raconté dans ce livre de Flore Doucet consacré à Tendi et à son parcours qui est à la fois ordinaire et extraordinaire. Ordinaire parce que c'est le parcours qu'ont connu d'autres Népalais comme lui, et puis extraordinaire parce que, comme on l'a vu, il a réalisé tout un tas d'ascensions. Ça fait rêver, c'est une liste de courses évidemment.
évidemment, qui fait rêver tout le monde. D'abord, sur les 70 ans de l'Everest, qu'est-ce qui a changé en 70 ans d'Everest, Tendi, toi qui fréquentes la montagne tous les ans maintenant depuis 20 ans ou 25 ans? Oui, en mon expérience, beaucoup à évaluer depuis 1953 et maintenant, surtout parce que moi j'ai commencé à travailler à l'Everest depuis 2003. Et donc si je compare 2003 et maintenant, déjà, il a beaucoup évolué, beaucoup changé. Donc, ça veut dire, en 2003, quand j'étais au camp de Vaz, il y avait quand même le camp, et le camp était tellement simple. Maintenant, il est devenu un peu grande ville. Des fois, vraiment, on a l'impression que si c'est une ville en montagne. Il y a combien de personnes au camp de base, une saison normale? Alors, moi, je pense qu'il y aura environ 1000 personnes au camp de base. Et donc, maintenant, qu'est-ce que c'était changé? C'est que plus en plus, des gens, ils ont plus de support, plus de luxe, confort. Et aussi, je pense, la mentalité des alpinistes a un peu changé aussi. Mais ils aiment la montagne. Et c'est pour ça qu'il y a plus en plus beaucoup de monde qui viennent. Des fois, les gens qui sont pas la compétence, ils ont aussi participé sur cette grande montagne et des fois ça pose aussi des problèmes en altitude. Donc beaucoup a changé. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est le Ressaut Hillary. Donc c'est la dernière difficulté, c'est ça, de l'arrêt de Sud-Est? Oui, alors ça c'est la dernière difficulté et c'était comment dire, on dit culoteux, assez mauvais ici. Donc c'était un jour, surtout un jour qui était tellement, il y avait tellement de monde. Parce que le problème c'était que maintenant avec la météo et tout ça, les gens quand ils finissent son acclimatation, la dernière acclimatation, ils contrôlent la météo. Ils regardent la météo et puis ils voudraient, s'ils trouvent un fenêtre de météo pour aller au sommet, tout le monde voudrait aller en même temps parce qu'il ne sait pas s'il y aura deuxième météo ou deuxième fenêtre ou troisième fenêtre. Moi, heureusement, j'étais juste un jour après cette grand trafic. Ça, c'est en 2019. Hein. C'était en 2019, oui. J'étais juste un jour après, il y avait beaucoup moins que ça. Et en fait, après 5 jours, il y avait la dernière groupe de mon équipe qui étaient aussi là. Et donc, ils étaient 5 personnes et puis ils étaient tout seuls dans cette montagne. Il n'y avait personne. Mais c'est ça, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'agences. Et les agences, il y a beaucoup d'agents qui sont pas beaucoup d'expérience. Donc, ils font quand même beaucoup de gens. Ils acceptent beaucoup de gens. N'importe qui, même s'ils ont des compétences ou même s'ils ont été en montagne plusieurs fois, ils acceptent tous. Mais toi, tu es guide. Si tu as un client là dans cette situation, comment tu fais? Alors nous, tu essayes de ne pas te retrouver dans cette situation. Oui, alors pour moi, ça serait ici dans cet endroit, surtout dans cet endroit, ça serait difficile pour tout le monde parce que c'est un endroit quand même assez serré parce qu'on est sur le crête et souvent sur le le corniche qui est très dangereux. On est à quelle altitude là? Ici, on est à peu près 8750, à peu près 8700 mètres d'altitude. Et un endroit tellement difficile et si c'est bloqué comme ça, ça va poser un grand danger. Oui, il y a danger là. Oui, et moi, souvent, qu'est-ce que je fais, c'est que j'accompagne toujours un seul client en montagne. Un seul client qui a la bonne compétence de montagne et puis bonne expérience, bonne connaissance de la montagne et tout ça. Et comme il y a un corde fixe, tout le monde va suivre cette corde fixe. Et bon, s'il y a beaucoup de trafic, moi j'ai toujours un corde court que j'utilise tout le temps maintenant à l'Everest. Donc ça m'a permis de pouvoir dépasser les gens avec la sécurité.
Donc ça, j'ai de fait presque chaque année. Tu doubles à 8000 mètres d'altitude. Oui, alors... Pardon, excusez-moi. Oui, tu dois vraiment faire attention. Et moi, je ne vois pas beaucoup de gens qui font ça là-haut parce que c'est quand même à partir de 8000, ça s'appelle zone de mort. La zone de la mort. Zone de la mort. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais des fois, moi, juste pouvoir vraiment être très fort, des fois baisse un peu, monte un peu l'oxygène pour mes clients et peut-être aussi pour moi. Mais on est quand même à oxygène qui est assez limite et on dépasse juste à côté. Pour moi, c'est normal parce que j'ai assez l'habitude de faire ça. Ça m'a donné plaisir, mais aussi en même temps, on gagne beaucoup de temps quand on fait ça. Et puis, c'est la même chose pour la descente. On toujours passe des gens parce qu'ils ont tout des fois serré comme ça. Et je passe toujours avec le court et aussi mon sécurité. Et je utilise de temps en temps le court fixe comme on fait comment dire, dans le rocher. Vous faites... La Via Ferrata. Oui, exactement. Vous faites ça. On ne fait pas au Népal, mais... On passe assez facilement. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Tu dois être vraiment prudent pour faire ça, quand tu dépasses des gens comme ça. Mais voilà. Selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette fréquentation qui pose problème à certains moments? Pour moi, à mon avis, il faut quand même limiter le nombre de personnes en montagne. Et puis, il faut vraiment choisir des gens qui ont déjà une expérience de montagne. Parce que si on peut limiter le nombre de les gens en montagne et contrôler toutes ces compétences, je pense qu'il y aura moins d'accidents et moins de morts en montagne. Pourtant, la montagne, c'est la liberté aussi. Oui, alors liberté, un peu liberté, mais ça c'est des gouvernements qui doivent faire ça. Et nous, on a déjà parlé par l'association Guide de Népal. Il y a des discussions sur ce sujet avec le gouvernement? Oui, maintenant, en fait, plus en plus, on a beaucoup de discussions sur la fréquentation des mondes en montagne et sur l'environnement, parce que quand il y a beaucoup de monde, il y a aussi beaucoup de déchets en montagne. On a vraiment discuté sur ça pendant il y a déjà 3-4 ans maintenant et on va continuer à discuter sur ça et puis je pense qu'un jour bientôt on va trouver une solution et le gouvernement va coopérer aussi et il va nous écouter et puis voilà il faut suivre. Est-ce que tout le monde peut aller au sommet de l'Everest? Voilà, pas tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne peut pas aller en haut. Pour beaucoup de gens, c'est un rêve, ça peut être un défi. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie de monter sur cette très belle montagne. Je vous propose de regarder un film qui montre vraiment très bien le travail de Tendy. Alors, c'est un documentaire d'une vingtaine de minutes qui s'appelle Telenovela à l'Everest. C'est un film de Nicolas Bossard. Alors, c'est pas un documentaire sur Tendy, mais le réalisateur suit le client de Tendy, qui est une star de la télévision argentine. Alors moi je connaissais pas, mais Facundo est une star de la télé argentine et il apparaît dans des telenovelas et il avait ce rêve de gravir l'Everest et c'est Tendy qui l'a accompagné. Et je vous propose de regarder ce petit film qui montre une partie de la réalité de ce que c'est le métier de Tendy et puis l'ascension de l'Everest par le côté nord. Quand j'arrive au sommet, Facundo n'est pas avec moi. Je profite pour prendre des images du groupe et j'ai qu'une envie, c'est redescendre plus vite. Voilà, Telenovela à l'Everest, un film de Nicolas Bossard. Tendy, est-ce que c'est représentatif? Ça montre bien ce qu'est aujourd'hui une ascension de l'Everest. Alors là, c'est côté tibétain, côté nord, mais est-ce que ça montre bien ce que c'est dans la réalité?
Tout d'abord, j'ai eu cette opportunité d'accompagner cette client qui est mon bon ami maintenant, qui s'appelle Facundo. Justement, vous avez vu le film. Donc, il avait déjà essayé gravir l'Everest en 2012. Mais comme il était pas bien acclimaté, il avait essayé par Népal. Donc, il était tombé malade au camp de base de l'Everest. Et il a essayé plusieurs fois. Et puis, en ce moment-là, il n'était pas tellement entraîné pour faire l'Everest. Donc, après, il est rentré et une année plus tard, il m'a envoyé un message. Il a dit, Tandy, si tu acceptes, je voudrais venir faire l'Everest avec toi. Parce qu'avant, c'était avec quelqu'un d'autre. Alors, je lui ai dit, Facundo, si tu veux venir faire l'Everest, il faut que tu commences à t'entraîner maintenant. Et donc, après, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je lui ai donné une liste de choses à faire. J'ai demandé Comme quoi, par exemple? Par exemple, pour commencer à faire des montagnes en Argentine, parce qu'ils ont des belles montagnes de 6000 mètres d'altitude. Et il a fait plusieurs 6000. Et après, il m'a demandé, OK, j'ai fait 2 6000 ou 3 6000. Donc, c'est pas un débutant, hein, Facundo, oui. Il a une expérience alpine. Exactement. Après, je lui ai demandé d'essayer de faire Aconcagua, parce que quand même, ça, c'est un sommet qui est presque 7000 mètres d'altitude, sans avoir vent physique et puis compétences, tu arrives. C'est vraiment difficile montagne aussi, même si c'est pas trop technique. Donc après, il a essayé. Donc il n'a pas réussi. Et après, il a encore essayé je pense, une année plus tard. Et il a bien réussi le sommet de Aconcagua. Et après, il a continué à faire plusieurs 6000 mètres de montagne en Argentine avec des guides de haute montagne. Donc moi, j'ai personnellement envoyé un message au guide qui a leur accompagné sur Aconcagua et d'autres sommets de 6000 mètres. Je voulais juste savoir comment c'était son quel niveau physique, il avait, sa forme, son état de forme. Exactement. Et comme j'ai beaucoup de confiance sur le guide, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense. Est-ce qu'il est capable de faire l'Everest ou pas? Il a dit, bon, Tandy, quand même, si je compare au début, maintenant, il a fait très bien. Il était tellement, il a la confiance que lui, il peut faire l'Everest maintenant. Je lui ai demandé de faire un 8000, si c'est possible, mais comme il était aussi tellement occupé avec ses métiers et tout ça, après, j'ai dû accepter parce que comme guide aussi m'a dit que comme il a fait déjà Aconcagua, qui est proche de 7000 mètres, après il est venu, on a commencé notre expédition à l'Everest. Bon, juste pour être sûr, comme il était déjà tombé malade dans son première expédition à l'Everest, j'ai demandé à une médecin qui travaillait, un certificat médical de montagne, et puis elle était le chef de médecin au camp de base de l'Aconcagua. Et comme elle vient d'Océanie Argentine, je lui ai demandé de venir travailler pour moi pendant cette expédition parce qu'au Tibet, c'est très difficile pour si tu as l'urgence médicale ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai invitée. Donc elle a accepté de venir travailler. Donc c'était très bien parce que tous les jours, elle faisait des contrôles importants pour chaque client. Donc comme j'ai 9 clients dans cette expédition, même si j'étais guide privé pour Facundo, je dois aussi surveiller et regarder tous les autres clients. Et puis les autres clients, il y avait plusieurs qui a déjà fait un sommet qui s'appelle Choyu. Donc il avait aussi une expérience de 8000 déjà avant qu'il était venu. Donc le reste c'était beaucoup. Moi j'avais beaucoup de confiance sur les autres. Tu t'étais renseigné sur ce client en particulier et sur ses capacités à aller jusqu'au sommet. Exactement. Oui. Et puis essayer le sommet. Oui. Et en même temps j'ai demandé à Nicolas, mon ami de Suisse, il était un cameraman pendant cette expédition. Et puis, même s'il n'est pas guide de haute montagne, il avait tellement beaucoup d'expérience de montagne. Donc, il avait fait aussi toutes les chaînes de Himalaya. Il a traversé tout seul. Donc, il avait une compétence tellement très bien. C'est pour ça qu'il a monté, il a porté son bouteille d'oxygène lui-même. Et puis aussi, en même temps, il a pris les photos. Donc, en montant,
C'est vrai que moi, je suis avec Facundo et puis on monte lentement. Chaque étape, c'était le contrôle. J'ai dû contrôler comment il va et puis son énergie, c'était tellement très très bon. Il m'a dit, Tandy, je monte lentement, mais je sens très bien. J'ai pas de problème. Et toujours quand il parle, j'ai tellement voulu écouter s'il y a quelque chose qui a changé quand il parle. Et puis, est-ce qu'on le voit, ça, un client qui va pas bien? Quels sont les signes que toi tu décèles comme ça sur les clients? Alors, c'est déjà pendant l'acclimatation, je sais comment ils sont, s'ils sont prêts pour aller au sommet ou pas, parce qu'on passe presque 35-40 jours en montagne juste pour s'entraîner et s'acclimater. Le corps. Et s'habituer à l'altitude. Donc, tous les jours, c'est un contrôle pendant l'acclimatation. Et quand on finit l'acclimatation, on revient au camp de base. C'est tous les jours le contrôle, juste pour regarder comment ils sont. Et après, on fait la dernière décision avant d'aller au sommet, s'ils ont la capacité de faire, s'ils peuvent faire ça. Et le jour du sommet, comment tu sais jusqu'où tu peux aller? Alors, comme les clients sont toujours accompagnés avec moi, bon, lui, il était tout le temps avec moi. J'ai tout le temps regardé son pied et puis parlé avec lui. Donc, la communication, c'était tellement important. Donc, tout le temps, même si c'était un peu difficile avec le max et tout ça, on a dû utiliser le doigt pour communiquer et des fois même on a monté doucement, très doucement. Et puis, bon, il y avait aussi pas mal de trafic, donc on a aussi bloqué un peu derrière les gens. C'est pour ça Nicolas qui fait le film, il était déjà un peu avancé. Donc, comme on était derrière le trafic, on n'arrive pas au sommet. Donc, finalement, parce que l'idée, c'est de vraiment arriver au sommet avant midi. Donc, on est arrivé au sommet vers 11h le matin. Et puis, il faisait tellement bien. Moi, j'ai dit, déjà au camp de base, si je vois que quelque chose qui n'est pas bien, avant que c'est trop tard, je vais faire la décision de redescendre. Et donc, tout le monde a accepté ça. Et puis, donc, quand on était là, à chaque fois, c'était bien. On était 3 guides pour tous les clients. 4 guides, en fait, 4 guides pour 7 clients. Donc, tout le monde a juste continué lentement. Donc, on était un peu derrière, Facundo et moi, mais on a aussi réussi le sommet. Et puis, comme on a vu sur la vidéo, il avait tellement une bonne énergie, et bonne motivation, bonne tête, tout ça, c'était très bien. Et aussi, en même temps, on avait pris plusieurs bouteilles d'oxygène pour l'oxygène si on a besoin de plus, avec le masque, et nourriture et tout ça. Et on est arrivé au camp 3 à 8300 mètres avant qu'il était noir. En descendant, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient en train de monter en haut. Donc, on était juste, mais le lendemain, on doit arrêter aussi à camp d'eau, le lendemain, mais il voulait rester à camp d'eau. J'ai dit, on ne va pas rester ici parce que le météo, ça changeait. Et avec le réseau d'Internet, je peux même recevoir la météo en haute altitude. Donc, c'était très, très bien. J'ai reçu météo depuis mon ami en Argentine. Et donc, il a dit que le météo, ça va changer. Donc, j'ai dû descendre jusqu'au camp avancé. Donc, et ça s'est bien passé. Toi, est-ce qu'il t'est arrivé de renoncer, de faire demi-tour sur l'Everest ou sur une autre montagne? Alors, j'ai eu plusieurs fois de renoncer. Déjà, en 2021, j'étais en train d'accompagner un groupe sur l'Everest. On a monté jusqu'au camp 4 qui s'appelle Col Sud. Quand on est arrivé là, il faisait tellement mauvais. Il y a eu plus que 65 km de vent par heure. Et on a entendu jusqu'à minuit, donc c'était pas bien du tout. J'ai communiqué au camp de base si le vent il va changer, mais il a dit non, il va pas changer, il va monter un peu plus. Donc j'ai dit ok, limite c'est minuit. Si on part pas depuis camp 4 minuit, on est obligé d'arrêter. Donc on a attendu jusqu'à minuit, ça va pas changer. Le vent il était tellement violent et après j'ai dit
Même si c'était une décision difficile, c'est la montagne qui a décidé. Donc j'ai dit alors on va redescendre. Donc tu ne garantis pas 100% de réussite. Alors ça c'est jamais, on peut jamais garantir le sommet, jamais. Donc pourtant il y a une concurrence entre les agences pour avoir le maximum de réussite, c'est vrai aussi. Oui, alors des fois les gens ils font beaucoup de risques. Tellement de risques et puis pour moi ça c'est quelque chose que j'aime pas pratiquer ou j'aime pas faire. Donc toi, le renoncement, ça fait partie aussi de ce que tu peux faire en montagne. Oui, alors c'est vrai que maintenant, avec le changement de météo, changement climatique et tout ça en Himalaya, c'est plus en plus, c'est une grande pression pour nous les guides. Mais je pense que c'est pas tellement difficile non plus pour faire la décision. Pour choisir quelle est la bonne décision. Donc la nature, il nous répond tout de suite. Qu'est-ce que c'est la réponse? Et on écoute la montagne et on respecte ça. On dit OK, on va redescendre. C'est pas le moment pour nous aujourd'hui. Et si la montagne, elle nous permet de revenir en haut, on va revenir dans quelques jours. Mais quand les conditions sont mieux et on redescend en bas. Dès que possible, au camp d'eau d'abord et puis camp de base. Donc en 2021, j'ai pas réussi. Et aussi, c'était sur Manaslu, juste l'année passée, au mois de septembre 2022. Moi, j'étais groupe leader et aussi j'étais comme guide pour les groupes. On a fini notre acclimatation en montagne, donc on était tout prêt, on est en descendant au camp de base pour pouvoir aller au sommet dans quelques jours. On a contrôlé les météo parce que l'idée c'est que tu finis l'acclimatation, ça c'est l'importante partie de monter. Et après l'acclimatation, on contrôle la météo pour aller au sommet si c'est bon ou pas. Et donc, la météo, c'était tout le temps très mauvais. Il y a eu beaucoup de neige en montagne, donc il y a plus de risques d'avalanche sur le pente en haut, entre camp 2 et camp 3 et camp 4. Et puis c'est là où on va exposer dans le zone avalanche, parce que comme on est en altitude, on va aussi monter très lente. Et puis comme il y avait aussi beaucoup de monde, j'étais pas confiant. Il y avait beaucoup de monde au Manaslu, au camp de base du Manaslu, oui, énormément de monde. Il y avait beaucoup de monde, donc il n'y avait pas du tout des fenêtres météo pour aller au sommet. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en train de monter et puis je demandais il va où et puis ils disaient nous allons au sommet et moi j'ai dit avec cette météo ça n'est pas bon de continuer ou de monter dans cette condition. Donc on doit attendre. Normalement on devait attendre au camp de base pour 3 jours maximum avant d'aller au sommet, mais on doit attendre 8 jours au camp de base. Et comme la météo il a jamais changé, à la fin j'ai encore regardé la météo, il annonçait beaucoup de neige. Et j'ai dit, OK, c'est fini. On rentre à la maison. On rentre à la maison parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Est-ce que les clients comprennent ça? Alors, comment on explique on a parlé, oui, on a parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en montagne, c'est un travail avec tout le monde. On travaille avec les clients, entre les guides. D'abord, on discute, on regarde la météo et puis on échange avec notre clients. On dit, OK, la météo est comme ça et comme ça. Mais beaucoup de fois, tout le monde a le rêve d'aller en haut, au sommet. Et oui, c'est un investissement en temps, en argent. Et moi, j'ai dit aux clients, alors à la fin, quand j'ai renoncé, j'ai dit, on ne va pas aller au sommet parce qu'il est tellement dangereux dans cette condition. En fait, il m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai dit on va arrêter, on va aller à la maison. Ça c'est la seule option qu'on a maintenant. Et en fait, comme ils étaient tellement bons skieurs aux États-Unis, il m'a fait un grand, ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Oui, ils étaient contents parce que moi j'ai dit alors il va me poser beaucoup de questions maintenant. Pourquoi on ne va pas si les autres sont partis en haut?
Mais c'était juste l'autre côté. Donc, ils ont vraiment aidé. Il a dit, oui, Tandy, dans cette condition de neige, nous, aux États-Unis, on ne va jamais faire les skis en montagne. Donc, tu as bien fait de décider et rentrer. Et donc, c'était tellement très, très bien. Tout le monde a coopéré bien. On est rentré à Katmandou. Dès qu'on est arrivé à Katmandou, on a entendu beaucoup d'avalanches, plusieurs qui a été tués dans les avalanches, beaucoup de sauvetage en montagne, en altitude, le hélicoptère qui est allé à 7000 mètres pour chercher quelqu'un. Pour le secours, ils ont dû passer une nuit vers 6500 mètres d'altitude, une nuit dans les montagnes. Et puis, bon, c'était tellement un grand drama. Donc, heureusement, ils ont le hélicoptère, il a pu voler le lendemain matin, mais c'était tellement dangereux. Donc, c'est pour ça, des fois, on doit vraiment écouter la montagne. Moi, j'ai beaucoup de respect à la montagne et je voudrais toujours écouter la montagne parce que pour nous, sommet, c'est tellement quelque chose qui est très important. Mais l'important, c'est de vraiment pouvoir rentrer à la maison, chez ta famille, sans problème. Et pour moi, dans ma vie, c'est le seul plus grand sommet du monde que la montagne. Pourtant, c'est un métier dangereux que tu fais aussi parce que tu passes beaucoup de temps en très haute montagne et que à une certaine altitude, on survit plutôt qu'on ne vit. Donc, comment, toi qui as une famille, comment tu vis ce risque que tu prends ? Alors, c'est une grande pression, vraiment grande pression pour nous les guides, pour travailler sur 8000 mètres, surtout comme un guide, parce qu'on porte tellement grande responsabilité. Et donc, maintenant, c'est 20 ans que je travaille à l'Everest et je pense que j'ai eu pas mal de pression et pas mal de choses dans ma vie. Et c'est pour ça, comme maintenant la météo et le climat, ça change chaque année. Je pense que j'aimerais bientôt m'arrêter accompagner sur Grand 8000 et rester accompagner des gens sur des 6000 mètres et puis beaucoup de treks. Il y a plein de choses à faire dans les montagnes au Népal. Donc, j'aimerais vraiment faire des 6000 mètres de montagne où c'est moi connu, emmener les gens là-bas, avoir beaucoup de bons plaisirs et puis voilà, juste continuer le métier. Je crois que tu as des Everest programmés encore jusqu'en 2024, jusqu'à l'année prochaine. Alors oui. Un planning déjà rempli. Il faudra attendre un petit peu avant de prendre ta retraite. Dans juste 2 semaines et demie, je vais rentrer au Népal et je vais tout de suite à l'Everest. J'ai une cliente qui vient des États-Unis et donc je l'ai déjà accompagnée sur Mount Bison l'année passée et elle a déjà fait aussi à Concagua parce qu'elle est en train de finir son 7 sommets du monde et puis elle fait beaucoup de courses en montagne, elle a une tellement bonne compétence de montagne et donc c'est pour ça que je l'ai accepté de l'accompagner à l'Everest cette année. Donc j'espère, ça dépend tous parce que si j'arrive au sommet pour la 15e fois ou pas, ça c'est pas important. Pour moi, l'important c'est de vraiment qu'elle soit bien, confiance. Elle a bien bonne confiance, la capacité de pouvoir aller en haut. Elle reste en bonne santé. Moi, j'ai dit aux clients chaque fois, le sommet c'est tous les jours. C'est pas seulement le sommet de l'Everest, mais chaque jour, c'est un sommet. Et d'abord, pour arriver au camp de base de l'Everest, c'est déjà un premier grand sommet. Parce que ça veut dire que tu dois vraiment faire attention avec l'acclimatation, de ne pas monter trop vite et de ne pas blesser et bien arriver au camp de base avant de aller plus haut que le base camp. Et il y a quelque chose de très important dans ton parcours aussi, c'est la formation, parce qu'aujourd'hui tu es guide, mais tu as gravi tous les échelons, parce que Tandy, tu as commencé comme porteur quand tu avais, je crois, 13 ans. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette expérience très difficile et en même temps là où tu as découvert la haute montagne et le métier ?
Alors oui, j'ai commencé à travailler comme porteur à l'âge de 13 ans. Donc mon premier trekking, c'était autour des Annapurna. En ce moment-là, le trekking, on devait commencer depuis tout en bas et puis on devait finir le trail à Pokhara. Donc c'était le 25 jours de trail. J'ai porté 43 kilos pour la première fois à l'âge de 13 ans. À 13 ans. Et tous les jours, 8 heures à 12 heures, 13 heures par jour. C'était un métier parce que je pensais que ça peut-être c'est tellement facile, ce métier. Comme mon père, il m'a raconté beaucoup d'histoires sur le trekking. C'est pour ça que j'ai commencé à faire porteur à l'âge de 13 ans. C'était difficile, donc j'ai dû traverser un col qui s'appelle Torang Pass, qui était à 5416 mètres d'altitude. C'était tellement difficile, et puis en plus, j'avais pas un bon soulier, donc j'ai juste bon chaussures. J'ai juste un paire de sandales que j'ai mis et j'ai acheté pour la première fois dans ma vie. Parce que moi, comme je viens de mon village, pendant quand j'étais petite dans le village, j'ai jamais mis un paire de chaussures ou sandales parce que j'ai pensé que ça n'existait pas du tout. Et d'abord, moi, je suis allé à l'école à l'âge de 5 ans. J'ai dû marcher 2 jours pour arriver à l'école et rester 2 ans à l'école. C'était pas bien du tout parce que j'ai dû rester chez les habitants et comme tu n'étais pas hébergé dans ta famille mais chez des gens du village. Oui, donc comme je payais pas pour loger chez eux, à l'échange j'ai dû travailler. Donc j'ai dû aller dans les forêts pour chercher les bois, les herbes, travailler avec les animaux et tout ça, et aller à l'école c'était très court. Donc j'ai trouvé. Pour toi, le métier de porteur, c'était une façon de travailler aussi à cet âge-là? Oui, alors très jeune, 13 ans. Quand j'ai rentré à la maison, j'ai quelques années dans un monastère comme moine, j'ai pratiqué méditation et tout ça. Et après, j'ai dit, je ne vais pas faire ça parce que mon rêve, c'est encore plus grand. Donc, je vais devenir un porteur. Et en fait, au Népal, le métier de porteur, c'est la première étape de notre métier pour devenir guide un jour. Et pour moi, c'était tellement chaque trekking, chaque montagne que j'ai fait, c'était la leçon pour apprendre. Ensuite, tu es devenu Sherpa d'altitude, donc tu as accompagné des expéditions commerciales, notamment sur l'Everest. Là, c'est un échelon supplémentaire encore, on travaille plus haut, mais tu portais aussi des charges énormes. Oui, Lionel, quand j'ai commencé à travailler à l'Everest en 2003, moi j'ai eu cette opportunité de participer pour une expédition pour nettoyer l'Everest. Donc comme nous, on a beaucoup de respect pour l'Everest et puis on priait pour cette montagne. Quand j'ai eu cette demande ou cette invitation pour travailler comme Sherpa, pour nettoyer la montagne, c'était tellement émotionnel et tellement, comment on dit, tellement spécial. J'ai fait tellement grand honneur de pouvoir aller en montagne, à l'Everest, et nettoyer la montagne. Parce qu'il y avait beaucoup de déchets déjà en 2003. Il y avait un monsieur japonais qui a organisé cette expédition pour nettoyer la montagne. Donc, moi, j'étais un de Sherpa pour nettoyer. On a descendu pendant presque 3 mois. On a descendu à peu près 2,5 tonnes de déchets de la montagne. Et donc, pour moi, quand on a fini cette expédition pour la première fois, j'ai réalisé que j'ai reçu une bonne bénédiction de l'Everest. C'est pour ça, juste l'année prochaine, j'ai reçu cette opportunité de continuer à travailler à l'Everest. Et d'être Sherpa d'altitude, ça consiste en quoi le métier de Sherpa d'altitude? Oui, alors le métier de Sherpa en altitude, c'est vrai que tellement difficile. C'est un métier
tellement difficile, tellement dangereux, parce qu'on est beaucoup exposé dans les montagnes. On doit porter des matériels chaque jour en altitude. Et, parce que ça, c'est le seul moyen pour les Sherpas, pour gagner un peu d'argent, pour aider sa femme, ses familles. Et là, on aime aussi beaucoup ce métier. On aime beaucoup aussi, mais on travaille aussi tellement dur parce que en altitude, plus qu'on porte les charges, plus on gagne comment on dit, bonus, une sorte de bonus en montagne. C'est pour ça, une fois, j'ai de porter 74 kilos depuis 8000 mètres d'altitude jusqu'à 6300 mètres d'altitude en 2009. Suisse. Donc 74 kilos. 74 kilos de sur charge. Le dos. Sur le dos. C'était la première fois et la dernière fois que j'ai fait ça. J'ai jamais fait ça parce que j'ai pensé que c'était à 8000 mètres d'altitude. Oui, depuis Col Sud. J'ai pas anticipé que c'était si lourd, si lourd. J'ai juste fait comme ça parce que je ne peux pas laisser. Tu t'es pas dit que c'était plus lourd que toi? Oui, c'était plus lourd parce que j'étais seulement 64 kilos en ce moment-là. Et je pensais que c'est à peu près 50 kilos de poids. Mais quand je suis arrivé au camp d'eau, j'ai dit, mais il faut que je regarde une fois combien ça pèse parce que j'ai senti tellement très lourd. Et j'ai regardé, c'était 74 kilos. Et voilà, j'ai dit, ok, ça c'est... Mais sinon, tout le temps, quand j'ai travaillé comme Sherpa d'altitude, j'ai porté tout le temps entre 30 kilos et 50 kilos, des fois 45 kilos, des choses comme ça. C'est un métier très très dur et évidemment le métier de guide pour toi, c'est un aboutissement dans cette carrière. Oui, alors quand j'ai travaillé comme Sherpa, c'était autre chose. Je portais tout le temps, donc mon priorité c'est de vraiment amener des matériels en altitude. Mais quand j'ai fini mon formation guide en 2011, après tout de suite j'ai commencé à accompagner des clients. Donc des responsabilités a tout changé. J'ai porté beaucoup moins lourd de charges sur le dos, mais beaucoup de charges dans les têtes. Et des fois c'était pareil. Et ça, c'est intéressant parce que Tendy fait partie de la première ou l'une des premières promotions de guides népalais qui ont été formés au Népal, sur place. Il y avait déjà avant des guides népalais, mais qui étaient formés dans d'autres pays. Et c'est une formation donc, qui avait lieu sur place, grâce notamment au partenariat avec l'ENSA. Si vous pouvez monter sur l'estrade Manuel Brissot, qui est le directeur. Bonjour Manuel. Bonsoir, directeur de l'ENSEM. Donc l'ENSEM, c'est la structure qui chapeaute l'ENSA, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'ENSEM, ça a été créé en 2010 administrativement. Mais bon, ça n'a pas effacé l'ENSA, ça n'a pas effacé le Centre national de ski nordique de Prémanon. C'est juste que ça regroupe les deux structures, ce qui est plutôt bien parce que ça nous permet vraiment... déjà, l'ENSA était unique dans le monde, de réunir le ski et l'alpinisme en école nationale. Et là, avec la moyenne montagne et l'AMM, le ski nordique, ça nous donne une complémentarité qui est excellente, quoi. Et l'ENSA a accompagné donc les Népalais sur ce chemin de la formation. Oui, alors l'ENSA qui a été créé en 43, en 45, en 46, ça dépend quel statut on regarde vraiment, et c'est relativement concomitant avec ce qu'on a vu, ou avec des premières ascensions de l'Everest en 53. Des ascensions aussi avec des expéditions françaises sous l'ENSA dans les années 50. Donc il y a eu cette mobilisation de l'État, et moi je trouve ça assez impressionnant que bientôt 80 ans après, l'école continue à fonctionner. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et la mission, une des missions premières, c'est les diplômes français, les 4 diplômes français de la filière montagne, plus le vol libre depuis 15 ans. Et c'est aussi effectivement un travail à l'international sur un certain nombre, bien sûr, de pays où il y a des massifs montagneux. Et il y a eu vraiment des importantes collaborations. Il y a encore une école de guide à Lhasa qui fonctionne bien. Et ce qui est assez super, et je voulais remercier Tendy pour ça, c'est de voir qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a pas de relation tutélaire, c'est-à-dire qu'ils ont développé des métiers avec des maîtrises qu'on n'a pas du tout en Europe, puisqu'on n'a pas de sommet à cette altitude-là. Il nous a montré ce soir par plein d'exemples comment ils travaillaient sur des savoir-faire qu'on n'a pas développés. Mais on continue tous les ans. Je pense qu'ils nous ont pas rejoints. Ils ont des programmes assez chargés.
à accompagner. Il y avait 11 ou 12 Népalais la semaine dernière. Tous les ans, en février et en été, on accompagne des Népalais avec des palmarès impressionnants aussi, sur des choses par contre qui leur manquent. Fut un temps, c'était la technique alpine. Actuellement, c'est plutôt le ski. Donc voilà, on continue à travailler avec eux. Et peut-être pour pas être trop long, vous dire aussi que j'espérais qu'elle arriverait, mais je pense qu'elle se repose un peu. Elle a un programme chargé. Un peu comme Tendi, on a quelqu'un qui s'appelle Zoré, qui est une jeune iranienne, donc qui est partie de son pays, qui s'est quand même exposée, qui a été arrêtée cet automne dans les manifestations, et qui est en train de boucler son parcours de guide auprès du standard international porté par l'UIAGM, comme l'a fait Tendi il y a quelques années. Et quelque part, pour moi, c'est une histoire qui se perpétue, parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de voir des gens comme Tendi qui s'approprient leur destin, le destin de ce métier dans leur pays. Et là, maintenant, on change de genre. On a une femme dans un pays où actuellement, c'est pas facile de l'être, dans un pays qui est très montagneux aussi, et on espère bien que dans 10 ans, on accueillera Zoré à nouveau, qui viendra nous montrer aussi des images de ce qu'elle fait. On espère avec des clients en Iran, parce que là, à court terme, même si elle aura très vraisemblablement son diplôme ce printemps, on pense qu'elle travaillera dans d'autres pays que l'Iran aujourd'hui, parce que c'est pas facile pour une femme de faire des métiers dans ce pays-là. Mais voilà, en tout cas, merci pour ça. Et puis, voilà, l'avenir, ça continuera à être ça. Vraiment beaucoup d'échanges, de discussions entre des gens qui parcourent la montagne. Merci Manuel Brissot d'avoir fait ce petit point sur ces échanges, effectivement, qui sont très importants, avec également des professeurs de l'ENSA qui vont à Katmandou. D'ailleurs, il y a une école, il y a l'équivalent de l'ENSA maintenant à Katmandou. Oui, on a la guide association Népal qui s'appelle Nepal National Mountain Guide Association, et puis cette association il a formé des guides aspirants et guides de haute montagne, cours de guides de haute montagne. Et il y a une association qui s'appelle Nepal Mountaineering Association. Ça, c'est un peu comme un club alpin de Népal. Et donc, pendant beaucoup des années, cette association a aidé pour la formation de guides de montagne népalaises. Et parce que ça, c'est une association qui reçoit l'argent pour de la PECMI pour faire des 6000 mètres de montagne au Népal. Il récolte beaucoup d'argent pour l'association, et il paye en grande partie de ça pour la formation de guides au Népal. Maintenant, on a de deuxième organisation de gouvernement qui nous aide directement pour la formation de guides. Et je précise que quand on dit que Tendi est guide, c'est un diplôme reconnu internationalement par l'UIAGM, comme les guides ici en France. D'ailleurs, Tendi était très content tout à l'heure d'aller à la compagnie des guides de Chamonix pour rendre visite à ses confrères tout à l'heure. Oui, c'était tellement sympa de visiter la compagnie de guide à Chamonix aujourd'hui. J'ai même reçu tellement de belles cadeaux de l'association. J'ai vraiment apprécié. Voilà, alors pour moi, que la chose, c'est que j'aimerais vraiment apprendre. Partout où je voyage dans les mondes entiers, je voudrais apprendre des choses, les systèmes, qu'est-ce qu'elles font, comment ils font, et essayer d'amener cette bonne chose au Népal et partager aussi avec notre communauté au Népal. Vous êtes combien de guides au Népal avec ce diplôme international? On est maintenant environ 75 guides de haute montagne. 75 guides de haute montagne. Et donc entre 65 et 75, il y a à peu près une quarantaine qui sont tellement actifs en altitude. Donc, on n'a encore pas assez de guides, parce que maintenant, il y a plus en plus beaucoup de demandes de guides. Mais quand même, à l'association, il y a plus en plus de gens qui sont tellement intéressés pour devenir guide de haute montagne. Mais souvent, c'est vraiment difficile. C'est en course pas facile aussi. Donc, c'est pour ça, même s'ils ont fait beaucoup de fois l'Everest, si tu fais l'Everest, c'est peut-être 26 fois. Et puis, si tu viens pour la formation, on ne peut jamais garantir qu'il peut passer l'examen, même s'il a fait 26 fois l'Everest. Ça veut dire aussi que, comme disait Manuel tout à l'heure, c'est un signe aussi que les Népalais reprennent un peu les rênes de l'histoire et reprennent leur destin en main.
Oui, alors à l'association guide, bon, maintenant ils ont commencé à organiser des guides, des courses de guides haute montagne et chaque année. Donc ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose c'est que les guides qui sont devenus guides de haute montagne, il y a beaucoup qui travaillent comme guide de haute montagne. Par exemple, moi j'ai une compagnie, je travaille avec une compagnie américaine. Et puis avec lui, on a engagé beaucoup de guides de haute montagne. Donc cette année on aura à peu près 24 guides de haute montagne. Donc, entre 24, il y aura 20 guides de haute montagne népalais et puis guides haute montagne de Patagonie et puis des États-Unis. Donc, ça se diversifie, les choses changent. Exactement. Donc, c'est pour ça, c'est plus en plus les gens, ils voudraient devenir guides. Donc, ils s'entraînent beaucoup et voilà. Ça, c'est juste pour améliorer son métier dans la vie. Et puis, mais il doit suivre toute le comment dire, protocole pour devenir guide, qui est pas très facile. Il y a des femmes guides népalaises aussi. On a justement une femme népalaise qui est devenue la première guide femme népalaise. Qui fait partie de l'association des guides du Népal. C'est une formation qui est très longue. Il faut la payer, il faut la financer. Ça peut être compliqué aussi pour des Népalais. Pour les Népalais, c'est vrai que même moi, j'ai cette expérience que pour devenir un guide, tu dois quand même avoir assez de finances pour pouvoir payer pour la course. Et on ne sait jamais. On ne peut pas garantir si je peux passer ou pas. Et donc, des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir l'examen. Et donc, c'est tellement... oui, c'est pas bien. Donc, par exemple, j'ai plusieurs amis qui a de répéter 3 fois pour devenir guide. Mais ils ont la motivation pour vraiment devenir guide parce que comme ils travaillent en montagne, ils veulent vraiment, même s'il n'a pas réussi la première fois, il a encore réussi la prochaine fois. Donc, avec quelques guides, ils ont de faire même 3 ou 4 fois pour devenir guide. Donc, il faut être très motivé. Il faut être très motivé, oui. Le Népal, c'est un pays très pauvre. Toi, Tendi, tu es engagé aussi dans le secteur associatif. Tu as une association. C'est important pour toi de donner à ta communauté ? Oui, justement, comme j'ai eu toutes ces expériences, comme je dois aller à l'école, mais comme j'ai dû marcher 2 jours à l'école, c'était pas facile. Et après, j'ai devenu porteur à l'âge de 13 ans. Et avec toutes ces expériences, quand j'ai fait la première ascension de l'Everest, j'ai tout de suite réalisé ça dans mon corps. J'ai dit, alors, maintenant, j'ai réussi le sommet de l'Everest, parce que comme pour tout le monde, le sommet de l'Everest, c'était tellement important aussi pour moi. Donc, quand j'ai réussi ça, je voulais vraiment faire quelque chose ou redonner quelque chose dans mon communauté, dans mon village, changer des moyens de vie et surtout l'éducation. Et donc, en 2004, quand je suis venu pour la première fois en Suisse, j'ai passé 2 mois et demi à la cabane. Donc, pendant 7 jours, là, j'ai pas seulement essayé d'apprendre français, mais aussi j'ai eu le temps de vraiment partager beaucoup de choses sur la vie de mon village, sur le problème et tout ça. Donc, Armand, le patron de cabane, il m'a encouragé. Il m'a dit, OK, Tendi, je vais t'aider pour ton village. Alors, vous avez créé donc l'association Nepalco Sati. Oui, alors en 2005, justement, on a créé Nepalco Sati Association, ça veut dire Amis du Népal. Donc, ça s'est basé en Suisse et aussi au Népal. Et donc, on a commencé aidé par un enfant en 2005. Maintenant, on a réussi à aider à peu près une 60aine des enfants. Et il y a plusieurs enfants qui sont devenus infirmières. Il y a plusieurs qui sont devenus policiers. Il y a plusieurs qui sont devenus instructeurs pour l'école. Et pour moi, l'important, c'était que une des infirmières qui était devenue infirmière maintenant, elle fait le service dans mon village. Donc, tout le monde la connaît, tout le monde connaît bien, on parle la même langue. Donc,
c'était l'idée parce que quand on aide les gens du village, on ne veut pas qu'ils partent ailleurs, mais redonnent dans le village. Et ce projet, on continue toujours maintenant, on continue à aider les enfants pour l'école. Bon, c'était pas seulement l'école. Après, on a construit l'école aussi. On a construit les deux ponts qui étaient tellement importants parce qu'on a demandé au gouvernement pour nous aider avec le pont suspendu parce que pendant le mousson, c'est quand même assez violent, assez fort. Il y a des grandes rivières, on n'arrive pas à passer. Et des fois, on est coupé entre deux villages. Donc, le pont, c'était tellement important. On a demandé avec le gouvernement, comme on était tellement isolé, c'était pas possible. On a demandé pendant 10 ans, comme on n'a pas réussi, à la fin, on a réussi à aider à construire cet pont sur la rivière à côté de mon village. Et donc, c'était un grand sommet que j'ai réussi dans ma vie. Donc, deuxième, c'était aussi le pont. On a construit un pont assez grand. Donc, c'était aidé financé par l'association Népal Kosati Suisse et aussi le gouvernement du Népal a participé pour construire ce pont. Donc, on a deux ponts, on a construit plusieurs chemins. Donc, avant, c'était un peu difficile avec le chemin. Maintenant, on a construit un chemin pour pouvoir emmener des milliers jusqu'au village. Donc, vous avez fait beaucoup de choses et tu t'es investi dans cette association. Et d'ailleurs, tu as même enregistré un petit message au sommet de l'Everest sur cette association. Et Armand, c'est le papa de Flore qui est ici et qui a écrit le livre sur Tendi. Cette association, elle permet aussi elle a une action aussi dans le domaine médical parce que la santé coûte très cher, l'hôpital coûte très cher évidemment au Népal. Et vous avez aidé notamment cette petite fille qui a eu un problème, je crois, à l'œil, qui a eu, je crois, un papillon qui a déposé une larve dans l'œil. Elle a eu une maladie très très grave, elle a failli mourir et elle a été sauvée grâce à l'association parce que vous avez pu débloquer des fonds pour qu'elle puisse aller en urgence à l'hôpital. Oui, parce que c'est une famille qui vit dans le village et puis souvent, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer pour l'hôpital parce que chez nous, on n'a pas système assurance. Si on doit aller dans l'hôpital, on doit payer tous de la poche. Donc, quand même pour les gens qui vivent dans le village, c'est assez difficile. Donc, grâce au fonds de Népal Kosati Association, on a réussi à l'emmener à Katmandou et puis aider pour son l'hôpital. Et donc, voilà, oui, c'était ça. Et puis. Et donc elle a pu être soignée grâce à ça, exactement. Malheureusement, elle a perdu un œil, donc c'est tellement triste. Mais elle est vivante, c'est important. Alors, si vous souhaitez aider cette association Népal Kosati, vous pouvez faire un don ici au cours de cette soirée. Il y a aussi des livres avec la librairie Landru, le livre de Flore Ducet et Tendi Sherpa sur sa vie. Vous avez peut-être des questions avant qu'on se quitte, si quelqu'un a... Et juste pour les questions, prenez bien le micro, comme ça on garde votre question. Alors après, vous pourrez échanger avec Tendi après, mais si vous avez des questions à lui poser ou des interrogations, des envies, Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez de nos petites montagnes. Une chose que j'ai toujours
croient, c'est que les montagnes sont jamais petites. Ils sont toujours très grands. À n'importe quelle altitude elles sont toujours très belles, très grands. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les montagnes. Et même si c'est 1000 mètres d'altitude, j'ai beaucoup de respect pour les montagnes. Donc, comme au Népal, quand je passe ici en montagne, juste devant la montagne, j'ai tout de suite communique avec mon esprit, avec la montagne. Et c'est tellement joli. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Elles te parlent, les montagnes ici à Chamonix aussi? Oui, je parle. Merci. Une question simple que je me pose depuis assez longtemps. Je me souviens d'un UTMB où le vainqueur, il y a une vingtaine d'années, s'appelait quelque chose Sherpa. Alors, quelle est la part de votre nom Sherpa et de votre métier? Est-ce que vous adoptez ce nom en raison de votre activité ou est-ce que Sherpa est un nom répandu comme Dupont chez nous? Je crois que c'était Dawa Sherpa, le trailer, hein, qui est suisse aussi. Le Sherpa, c'est une ethnie au Népal. Beaucoup de gens ils pensent que c'est un métier comme porteur, mais c'est vraiment une ethnie au Népal, parce que chez nous, on a beaucoup d'ethnies, et puis entre toutes ces ethnies, Sherpa, c'est un des ethnies qui habitent dans les régions de montagne. Et donc, Sherpa, simplement, ça veut dire peuple de l'Est. Char, c'est l'Est, et peuple... Char, c'est l'Est, et pas, c'est le peuple. Donc, ça veut dire, parce qu'environ 600 ans avant, les Sherpas sont venus depuis Tibet et immigrés dans les régions de montagne, surtout dans les vallées de Khumbu. Donc, c'est pour ça que nous, on l'appelle Sherpa. Et donc aujourd'hui encore notre comment dire la communauté aux ethnies Sherpa, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas grande majorité, mais ceux qui sont ceux qui restent dans les montagnes, il y a une majorité, ils travaillent dans les montagnes comme métier de guide ou le patron d'agence ou de guide de trekking ou même porteur. Mais il y a aussi beaucoup de Sherpas maintenant qui sont devenus le businessman ou qui fait un peu de politique aussi et d'autres choses. Le médecin, le scientist, ingénieur et plein d'autres professions. Donc, ce n'est pas seulement des porteurs ou guides de montagne. Donc, voilà, c'est une ethnie au Népal. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Moi, j'avais une question pour toi, peut-être, Tandy. Ici, maintenant, d'avoir un bon client pour les guides français, c'est d'aller sur des courses techniquement dures, plus que des fois sur un sommet prestigieux. Par exemple, le Mont Blanc n'est pas le sommet ultime à faire avec un client, bien que ça reste un beau sommet. Est-ce que cette mentalité, elle pourrait aller au Népal, de tenter plutôt des voies dures sur vos montagnes avec des clients? Bon, peut-être personnellement d'abord. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ou on en est encore à monter un client en haut d'un sommet par la voie normale, la voie la plus facile? Alors, si j'ai compris votre question, c'est vrai que entraînement, c'est important pour tous les clients, de vraiment suivre en course, peut-être faire quelques montagnes avec des guides, apprendre des choses sur la montagne, c'est tellement important, parce que j'ai vu pas mal de personnes à l'Everest qui n'ont jamais mis crampons dans sa vie. Et il dit comment il faut mettre ces trucs. Il ne sait pas même comment on dit, comment il doit appeler pour le crampon. Donc ça, je pense, c'est tellement dommage, parce que quand tu ne sais pas comment utiliser les matériels de montagne, quand tu ne sais pas le code et tout ça,
tu ne vas pas aussi profiter des montagnes. Tu n'as pas la confiance. Donc c'est pour ça c'est vraiment important d'aller faire des cours en montagne et apprendre des choses. Et puis, parce que plus tu sais sur la montagne, plus tu vas aussi profiter de la montagne. Mais alors, c'était pas ma question vraiment. Mais par ta réponse, tu nous donnes un élément de réponse. Est-ce que ça se fait au Népal d'emmener des clients, toi en tant que guide, sur autre chose ce qu'on appelle ici une voie normale, c'est la voie classique d'une montagne, ou pas du tout encore? Non, alors ça c'est juste. Faut faire des voies différentes. Tu dois vraiment avoir une compétence, expérience aussi. Pas seulement des guides, mais aussi les clients doivent avoir une expérience. S'ils ont déjà fait un bois assez difficile, ça c'est vraiment bien. Mais nous, c'est vrai que les guides, ils aiment beaucoup accompagner les clients sur les bois assez difficiles, assez nouveaux, pas toujours sur le bois normal. Parce que le bois normal au Népal, dans les Himalayas, sont souvent tout fixés par le corde fixe. Et moi, j'ai fait plusieurs fois Mont Laboche, qui est assez connu au Népal. Dans cette sous-montagne, je souvent amène clients sur corde court, parce que là, je peux pratiquer mon métier aussi. Pour nous, c'est un vivre normal de pouvoir essayer de rester un peu loin de la corde fixe. Et puis, tu vois, mais c'est vrai que on doit vraiment avoir de bonne confiance et tout ça pour faire ça. Mais plus en plus, les guides, ils aimeraient faire ça. Par exemple, il y a un sommet qui s'appelle Hamadablam. Il est 6800 mètres d'altitude, assez technique en Himalaya, parce que c'est pas seulement technique, mais c'est aussi en grande altitude. Donc c'est pour ça, souvent c'est un peu difficile montagne. Mais j'ai des guides qui sont commencé à accompagner des clients sur cette montagne sans avoir corde fixe. Donc c'est quelque chose qui est un peu une nouvelle culture pour les autres alpinistes. Les autres Sherpas, par exemple, qui sont jamais été à l'école montagne, ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ils disent, oh là là, tu fais des trucs très dangereux. Ils pensent que c'est très dangereux, mais quand même, pour les guides, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, en futur, je pense plus en plus, on peut avoir on peut faire des sommets dans les vallées assez pas trop connus, mais pour vraiment pratiquer notre technique et tout ça. Merci, c'était ma question, c'est parfait. Ok. Merci Tandy. Du coup, je souhaite vraiment remercier Lionel, Tandy et Flore qui sont là pour cette soirée ce soir. Ils ont beaucoup travaillé en collaboration avec moi. Du coup, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez compris mon pensée. J'aime beaucoup parler en français parce que pour moi, c'est un bel cadeau que j'ai appris en Suisse. Je voudrais toujours garder ce cadeau. Même si je ne parle pas, des fois, j'ai l'opportunité de parler en français peut-être dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Et donc, pour pouvoir garder la langue, j'essaie de parler moi-même, tout seul. Je demande une question à moi et je réponds. J'aimerais, je suis assez fier. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient explorer un peu plus la vie de Tandy et toutes ses incroyables aventures, il y a la librairie Landru qui vend son ouvrage, il peut vous le dédicacer. Si vous voulez suivre les prochaines soirées de l'ENSA, vous pouvez me laisser votre mail, je vous envoie que ça, donc il y en a 1 à 2 par mois. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venus. Il y a l'association Népalco Sati aussi, avec sa représentante Flore, et je crois qu'il y a des membres de l'association qui sont là. Merci à vous.